Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur le volcan du Kaiserstuhl qui est situé en Allemagne, dans la plaine du Rhin, au niveau de Colmar. Le premier affleurement que vous voyez derrière moi et ce qui compose à plus de 75% ce volcan, c'est un cône de téfrite. La téfrite est une roche sombre composée essentiellement de pyroxène et de plagioclase. Bonjour Quentin, tu es enseignant à l'EOST. Peux-tu nous expliquer ce que les roches du Kaiserstuhl ont de si particulier? Alors en fait, le Kaiserstuhl est essentiellement connu pour ses carbonatites. C'est vraiment la roche qui fait la célébrité de ce volcan. Donc la carbonatite, en fait, pourquoi c'est si connu? Parce que c'est une roche volcanique extrêmement rare. On connaît qu'un seul volcan actif à la surface de la planète qui émet de telles laves à l'actuel. Et ensuite, historiquement, ça a aussi joué un rôle dans la définition de 3 types de roches particulières. Donc on les a définies pour la première fois ici au Kaiserstuhl. Donc c'est tout d'abord le cas de la limburgite. Donc c'est une variété de basanite avec des vacuoles qui a été définie au niveau de la colline du Limberg. Ensuite on a également la mondealdéite qui a été définie sur la colline de Mondealde. Et enfin la bergalite qui tire son nom du village de Oberbergen. Sur ce nouvel affleurement, on voit qu'il y a une roche très sombre qui présente quelques minéraux bien cristallisés comme l'olivine ou le pyroxène et des trous qui sont des vacuoles. Cette roche est donc une roche magmatique qui se refroidit très rapidement parce qu'elle présente très peu de minéraux bien formés. Et on voit bien grâce à ce type de roche que le magma est composé de minéraux déjà cristallisés comme l'olivine et le pyroxène, de gaz et de liquide qui forment la matrice de la roche. De par sa minéralogie, cette roche est une basanite, c'est-à-dire un basalte pauvre en silice. Nous sommes maintenant à quelques mètres du précédent affleurement et on voit une roche très différente. Ces roches sont très claires, elles sont composées d'argile, sont donc des marnes. Et derrière moi, vous pouvez voir les stratifications de ces marnes qui se sont déposées dans un lac. Ces marnes ont été datées par biostratigraphie, c'est-à-dire avec des fossiles, et elles datent du Miocène, entre 23 et 5 millions d'années. En s'éloignant du même affleurement, on voit que les basanites de tout à l'heure sont déposées sur les marnes. C'est en fait une coulée de lave qui arrive dans le lac. C'est pour ça que les basanites se sont refroidies très rapidement et que les marnes en dessous sont déformées. On voit que les marnes ont un dégradé de couleur en dessous des basanites. C'est ce qu'on appelle le métamorphisme de contact, c'est-à-dire que ces marnes ont été cuites par la coulée de lave qui arrive dessus. Cette coulée de lave fait environ 30 mètres d'épaisseur et 1 km de long. Nous sommes maintenant devant un affleurement totalement différent. Cet affleurement est formé de tufs. Un tuf est formé à partir de cendres volcaniques, c'est-à-dire de gouttelettes de lave qui sont projetées en l'air lors d'explosions, qui se refroidissent et forment des cendres une fois arrivées au sol. Lors des explosions, il y a également des morceaux de lave plus importants qui sont projetés. C'est ce qu'on appelle des bombes volcaniques. Ces bombes volcaniques sont formées de néphélinite et vont être incorporées dans les tufs. Sur cet affleurement, nous avons une roche très claire qui est composée de feldspath, de feldspathoïdes et de pyroxène. Ces minéraux sont très bien formés, ce qui montre que la roche a refroidi lentement en profondeur. Cette roche est une phonolite et elle s'est formée sous les téfrites. Elle est remontée en fracturant les téfrites. La formation du Kaiserstuhl s'est déroulée en 2 grandes phases. La première phase a eu lieu il y a environ 19 millions d'années, avec d'abord la formation du cône de téfrite, puis la formation des phonolites. Ces 2 roches ont la même source et leur évolution est due à la cristallisation fractionnée.
Quentin, peux-tu nous expliquer ce qu'est la cristallisation fractionnée? Alors en fait, lorsqu'on a un magma, dans la chambre magmatique, eh bien, la température va progressivement diminuer. Et en diminuant, ça va générer la cristallisation de certains minéraux. Mais la particularité, c'est que tous les minéraux ne cristallisent pas à la même température. Donc dans un premier temps, par exemple, on va avoir des olivines, des pyroxènes qui vont cristalliser et ils vont sédimenter en fait au fond de la chambre magmatique. Et la deuxième chose à savoir, c'est que ces minéraux incorporent peu de silice dans leur réseau cristallin. Donc en fait, le liquide résiduel va se trouver enrichi en silice. Et comme il est enrichi en silice et qu'on continue à diminuer la température, on va faire naître d'autres minéraux et le processus va continuer à se répéter, ainsi de suite. Et donc le liquide magmatique va progressivement devenir de plus en plus riche en silice et donc de plus en plus acide. La deuxième phase a lieu vers 17 millions d'années avec la formation d'abord des carbonatites, puis des basanites et enfin des tufs. Toutes ces roches forment ce que l'on appelle une série magmatique. Lorsqu'on va sur le terrain, on trouve souvent tout un tas de roches volcaniques, toute une diversité. Et on peut parfois les regrouper sous le nom d'une série magmatique à 3 conditions. Donc il y a 3 facteurs qui permettent de dire qu'on a affaire à une série magmatique. Et ces 3 facteurs, c'est tout d'abord une unité de lieu, c'est-à-dire que toutes les roches vont se trouver en fait dans le même secteur géographique. Le deuxième facteur, c'est qu'il y ait une unité d'âge, c'est-à-dire que toutes les roches ont à peu près le même âge de mise en place. Et le troisième facteur, c'est une unité de source. C'est-à-dire que ici, par exemple, toutes les roches qu'on trouve au Kaiserstuhl ont la même source qui est la fusion partielle du manteau. Et simplement, toute cette diversité de roches, on l'explique ensuite à partir de la cristallisation fractionnée, à partir de ce même magma. L'origine de la formation du Kaiserstuhl soulève encore de très nombreuses questions. En effet, elle a lieu bien après la formation du fossé rhénan. Il n'y a donc pas de lien direct avec celui-ci. Les 2 hypothèses qui peuvent l'expliquer sont soit la formation d'un point chaud, c'est-à-dire des roches très chaudes qui remontent des profondeurs de la Terre, soit la formation des Alpes.